Aujourd'hui, nous allons conclure le chapitre sur l'Europe de la révolution industrielle au XIXe siècle. Cette révolution industrielle commence au XIXe siècle, pour faire simple. Elle est due à l'invention d'une machine par un Anglais qui s'appelait James Watt. Cette machine, c'est la machine à vapeur. Alors cette machine à vapeur, elle fonctionne en mettant du charbon à chauffer dans la chaudière, ce qui fait chauffer l'eau et permet de créer de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, en passant dans les petits tuyaux, va actionner un piston. Ce piston lui-même va actionner un balancier qui fera tourner la roue, ou ce qu'on appelle aussi le volant de transmission. Ce volant de transmission, c'est ce qui permettra, avec des courroies, de transmettre de l'énergie aux différentes machines. Donc, pour faire fonctionner cette machine à vapeur, il faut pouvoir alimenter le foyer en charbon. Du coup, nos grands espaces industriels vont se développer autour de nos bassins houillers. Les bassins houillers étant les espaces où on a du charbon dans le sous-sol. Les grands bassins houillers du 19e qui vont voir se développer un bassin industriel autour d'eux. On a notamment Manchester et Liverpool au Royaume-Uni. Nous avons aussi en France et en Belgique le nord, c'est-à-dire plutôt les Flandres. Vous en avez d'autres aussi, comme par exemple au niveau du Massif central, aux alentours de Saint-Étienne. Ce qui veut dire que pour développer l'industrie, il faut en priorité du charbon. Pour que les délais en termes de transport soient le plus courts possible, ces industries se développent à proximité des mines. Vous aurez aussi les grandes villes qui vont se développer à proximité de ces industries. Alors, conséquences de cette industrialisation. Première chose, donc, développement de la ville. Je vous ai remis ici l'image de la ville du Creusot, fondée par la famille des Schneider. Les Schneider sont une famille de métallurgistes. Donc, vous avez l'usine ici, autour de laquelle vont être construites le village. D'accord ? Va être construit le village. Ce village, ce sont les ouvriers de l'usine qui y habitent. Tout a été fondé par la famille Schneider qui habite dans ce qu'on appelle le château, c'est-à-dire sa résidence principale. Pourquoi avoir créé son village autour de l'usine ? Pour être sûr que les ouvriers soient à l'heure, déjà. Ensuite, pour être sûr des conditions de vie dans lesquelles ils vont vivre, ce qui leur permettra, au niveau du travail, peut-être d'être plus efficaces. Schneider va aussi prévoir des crèches, des jardins d'enfants, des écoles dans lesquelles il va former les enfants de ses ouvriers. Il s'assure ainsi d'avoir une main-d'œuvre de qualité et qualifiée, et notamment qui lui seront fidèles. Si je prends l'exemple des plus grandes villes, comme ici, le cas de Mulhouse, vont se créer dans les périphéries des cités ouvrières à proximité des usines. Donc vous voyez ici, on voit les petites cheminées. Dernière grande transformation dans les villes qui est due à cette industrialisation et à cette machine à vapeur, c'est l'apparition des gares. Effectivement, nous avons donc de plus en plus de travail en usine grâce à cette machine à vapeur, mais on a aussi un développement du transport, et notamment du transport ferroviaire. Alors, ici, deux cartes. Première carte, le réseau de transport avant 1850. Deuxième carte, le réseau de transport après 1850. On voit donc bien, entre ces deux dates, qu'il y a un développement du réseau ferroviaire et donc ainsi une certaine mondialisation commence à se mettre en place. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les trains qui profitent de cette machine à vapeur, mais aussi les bateaux. C'est aussi à la fin du 19e siècle que vont être creusés le canal de Panama et le canal de Suez, qui vont permettre de développer cette mondialisation en termes de commerce. Dernière grande conséquence de l'industrialisation qu'il va falloir connaître, c'est l'exode rural. Alors, avant de réexpliquer ce que c'est que l'exode rural, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans les campagnes au XIXe siècle. La machine à vapeur va aussi toucher les campagnes. Elle ne touche pas que les usines, l'industrie et les transports. Elle va arriver dans le monde des campagnes et faciliter le travail agricole.
On a donc une invention de nombreuses machines, comme ici par exemple la moissonneuse-batteuse à vapeur. Ainsi, les agriculteurs, ou en tout cas dans les campagnes, le besoin de main-d'œuvre et de bras sera beaucoup moins important qu'auparavant. Donc beaucoup de main-d'œuvre agricole se retrouvent au chômage et vont devoir se tourner vers les villes pour trouver du travail dans les industries. Alors, ils seront aussi mieux payés. Ce départ de la campagne vers les villes, c'est l'exode rural. C'est un départ définitif. Les ouvriers ne reviendront pas dans les campagnes. C'est l'exode rural. Ça, par contre, c'est à connaître. Alors, qui dit industrialisation dit apparition d'une nouvelle catégorie sociale, on va dire, les ouvriers. Donc les ouvriers, pour beaucoup au XIXe siècle, je vous ai remis des images qu'on avait vues en cours, ce sont les mineurs, bien évidemment, puisque la machine à vapeur ne peut fonctionner qu'avec du charbon. Vous avez aussi toutes les personnes qui vont travailler dans les industries textiles ou métallurgie, ou les industries aussi sidérurgiques. Leurs conditions de vie sont assez déplorables, ou en tout cas médiocres, au sens de ils n'ont pas grand-chose, comme vous le montre ici cette photo d'un intérieur ouvrier au début du XXe siècle à Berlin. Donc on peut voir que déjà, les ouvriers n'ont qu'une seule pièce commune. Cette pièce commune, elle peut servir à dormir, ici on voit un lit, mais aussi à faire à manger, comme vous avez ici, ou encore pour étendre le linge. Voilà, les ouvriers ont des petits espaces dans lesquels ils sont particulièrement nombreux. Ici, on peut compter 5 enfants pour 2 adultes. Les enfants, dernière photo, travaillent aussi dans les industries ou dans les mines. Donc ici, on peut voir que leur travail semble être de mettre les bobines du bas de la machine vers le haut de la machine. Donc vous remarquerez aussi qu'ils n'ont aucun matériel de protection. Ces enfants peuvent aussi travailler dans les mines. Ils peuvent pousser les wagons dans lesquels seront mis les morceaux de charbon. Alors, ces conditions de vie difficiles, avec des conditions de travail très difficiles, font que les ouvriers vont se révolter. 2 images. Alors, première image, hop, c'est un tableau qui vous montre une grève des mineurs dans le Nord. Alors, on peut voir l'apparition d'un drapeau rouge qui est aussi synonyme de l'apparition de mouvements politiques tels que l'anarchie, donc c'est le fait de ne pas vouloir d'État, ou plutôt le début du communisme, c'est-à-dire le fait de tout mettre en commun et surtout que tout appartienne au peuple. Ces grèves, ces mouvements sont durement réprimés. C'est ce que je vous ai mis dans le Petit Parisien ici, sur l'image du Petit Parisien, pardon. Donc ce journal nous montre ici la grève de fourmis qui a eu lieu le 1er mai 1891. Manifestation au cours de laquelle le patron de la mine a demandé aux gendarmes de tirer sur la foule. Verdict, 9 morts, 35 blessés. Et les manifestants, en plus, seront arrêtés et jugés pour avoir organisé cette manifestation. Alors pourquoi le 1er mai ? Parce que depuis quelques années, le 1er mai est mis en avant comme journée internationale du travail, au cours de laquelle les ouvriers manifestent pour demander une amélioration de leurs conditions de travail et notamment une amélioration en termes de revenus. Les ouvriers sont extrêmement peu payés. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent, les enfants sont obligés de travailler. Alors, ces grands mouvements vont permettre aux ouvriers d'acquérir... Alors, ces manifestations permettent aux ouvriers d'acquérir des droits. Ces droits, je vais les classer en grandes catégories. Première chose, première loi, au niveau du travail des enfants. Le travail des enfants est interdit pour les enfants de moins de 8 ans en 1841, 1874 pour les enfants de moins de 12 ans. Il faut mettre en parallèle avec ces lois sur l'interdiction du travail des enfants, les lois qui passeront à partir des années 1870-1880 sur la scolarisation obligatoire des enfants. Première chose.
Deuxième chose importante, à partir de 1848, le temps de travail baisse au fur et à mesure. Donc on passe de 12 heures par jour à 11 heures en 1900, 1919, 8 heures par jour. Nous avons aussi un jour de congé hebdomadaire qui est acquis en 1906. Donc on peut voir que les ouvriers réussissent à acquérir des droits au fur et à mesure de leur lutte. Cette lutte est taxée sur deux choses. Alors, première chose qui n'apparaît pas ici, 1864, les ouvriers acquièrent une sorte de droit de grève. Ils ont le droit de se coaliser, donc ils ont le droit de se regrouper pour manifester. 1884, on a une véritable reconnaissance des syndicats qui pourront organiser la lutte ouvrière. Cette amélioration des droits continuera jusqu'à nos jours, puisque vous pouvez le voir, 1936, c'est ce que vous verrez l'an prochain en troisième, acquisition des premiers jours de congés payés, c'est-à-dire des premières vacances. Vous voyez qu'en 2000, on passe aux 35 heures par semaine. Donc le droit du travail est encore actuellement important et pas questionné, mais il est encore... on travaille encore dessus. Alors, dernière chose à connaître. Ces révolutions, ce 19e siècle industriel, on va voir aussi en parallèle la montée des différents nationalismes. Alors, rattaché à ce chapitre, on a les révolutions de 1848. Pour faire simple, les révolutions de 1848 sont des révolutions libérales, c'est-à-dire le but est d'acquérir plus de liberté, notamment c'est le cas de la France. Les révolutions de février 1848 permettront aux Français d'acquérir le suffrage universel masculin, c'est-à-dire que les hommes auront le droit de vote et n'auront pas à payer un impôt. Deuxième chose, vous avez aussi un versant national à ces révolutions, c'est-à-dire une volonté de créer une nation, c'est-à-dire d'avoir un peuple qui a son propre pays, ce qui va être le cas par exemple pour les Hongrois, qui se révoltent contre les Autrichiens pour avoir leur propre État, mais vous avez aussi la péninsule italienne qui est dépendante de puissances étrangères et le peuple italien souhaiterait avoir son propre État. Même chose, vous voyez qu'il manque un pays que vous connaissez au niveau de l'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'existe pas encore, mais les peuples germaniques souhaiteraient mettre en place un État allemand. Alors, cette révolution de 1848 commence de Paris, on peut le voir. Elle va vers l'Italie, mais aussi vers Vienne. D'accord ? Et à partir de Vienne, elle se propage à Berlin, mais aussi en Italie, à Budapest, dans la totalité de l'Empire d'Autriche. À part en France, ces révolutions seront réprimées extrêmement durement. Et cette remise en cause d'un pouvoir autoritaire ne durera pas extrêmement longtemps. Cependant, il est plus ou moins entendu par les différents États, mais qui ne feront pas forcément d'efforts supplémentaires. Ces révolutions de 1848 sont aussi appelées le printemps des peuples, c'est-à-dire l'éveil des peuples face à leurs droits et face à leur liberté. Alors, pour le contrôle, je ne vous en demanderai pas plus sur les révolutions de 1848. Sachez juste que voilà, 1848, printemps des peuples, les populations se révoltent pour avoir plus de liberté et pour certaines, pour avoir un pays.